je vous propose de se rappeler un peu dans ces 15 dernières années, quelles ont été les évolutions à partir de 4 facteurs que vous connaissez bien, mais qu'on a jugé utile de vous rappeler, vous pouvez m'en excuser. Alors, premier facteur, c'est la mondialisation, bien sûr, et si elle marque, bien évidemment, elle a la marque d'une modernité et elle porte en elle un potentiel de développement, cette mondialisation, qui serait ridicule de vouloir et dérisoire de ne pas reconnaître, elle a aussi, dans les faits, privilégié, dans une certaine mesure, une lecture anglo-saxonne de l'entreprise, le capitalisme anglo-saxon, par opposition au capitalisme rhénan, pour reprendre la prémonition de Michel Albert. Et de ce fait, à travers cette lecture, on a voulu, et cette position, prétendre inéluctable des éléments tels que la précarité, l'inégalité de plus en plus forte des revenus, on vient de le dire, la contraction des politiques sociales, le développement spectaculaire des marchés financiers mondiaux. Et dans cet esprit, on a cherché alors à promouvoir et à considérer que le management et le manager comme une sorte de limité, j'allais dire, à une sorte d'élite internationale partageant les mêmes valeurs et ces mêmes références intellectuelles. Et donc, dans cette logique, les formations des managers, je pense qu'on en parlera, se sont renforcées et développées sur le modèle des business schools américaines et de leur MBA, qui est un sésame indispensable pour un certain niveau d'emploi dans les grandes entreprises internationales et les grands cabinets de consultants. Alors, si effectivement, pour les entreprises du CAC 40 par exemple, leurs effectifs sont hors de France de 61%, il n'en demeure pas moins vrai que les métiers de manager, et en particulier les métiers de manager de proximité, gardent dans tous les pays un caractère majoritairement et culturellement national, parce que cette culture est nécessaire à l'intelligence des situations, à l'intelligence des salariés, je dirais, à l'intelligence des contextes. Deuxième facteur, c'est dans l'évolution que l'on va constater. Deuxième facteur, c'est l'entrée du client dans l'organisation des entreprises et des administrations. Si la relation client-fournisseur était caractérisée dans les 30 glorieuses, était caractérisée par un rapport de force favorable au client. Au fournisseur, excusez-moi. Voilà, là. Mais ça, j'anticipe trop vite. Aujourd'hui, le pouvoir s'est largement inversé, donc, et d'où l'évolution des organisations de travail vers plus de flexibilité, la promotion de la qualité totale, le zéro stock, le zéro défaut, le zéro papier, et j'en passe. Ces progrès, ceci a été un progrès. Ces progrès ont été incontestablement positifs, mais dans un certain nombre de cas, on a fini par oublier que, quelquefois, que si le client est roi, il n'a pas pour autant toujours raison. Et tout cela n'a pas été sans conséquence sur le travail, donc bien sûr sur celui des cadres. Développement d'équipes projet, organisation matricielle, polyvalence, bref, pour les cadres, l'autorité donnée par le statut ou par le lien hiérarchique n'est plus devenue suffisant. La négociation, l'arrangement, l'adaptation au temps réel deviennent le quotidien de leur métier. Dans les fonctions publiques, la LOFT et la RGPP, pourtant conceptuellement bienvenues, se sont, elles aussi, imposées au fil du temps, comme déployées dans beaucoup d'endroits, vers le seul objectif de la recherche d'économie, toujours nécessaire, la recherche d'économie, bien sûr, mais illégitime quand elle n'est que cela. Troisième facteur d'évolution bien connu également, la question du travail numérique. À cette occasion, d'ailleurs, je profite du travail numérique pour vous inviter à fermer vos portables pendant ce colloque pour ne pas être dérangé par eux. Avec le développement exponentiel des TNIC, comme on dit maintenant, les technologies numériques d'information et de communication, là encore avec des effets de productivité évidents et heureux, mais aussi avec des effets imprévus, voire pervers, en particulier sur le processus de travail et sur leur management. J'en cite quelques-uns. Les procédures informatiques, le fameux
le fameux reporting, induisant contrôle a priori et réduction des délégations, alors même que par ailleurs on promeut et on veut défendre l'autonomisation et l'initiative, surcharge informationnelle, court-circuitage des réseaux naturels d'information et de communication pourtant indispensables à la performance de tous et de chacun, élargissement du lieu de travail par les outils de téléphone, les tablettes, etc., faisant du temps de travail des cadres que le législateur avait pourtant forfaitisé, faisant de ce temps de travail une donnée presque abstraite, si vous voulez, ou en tout cas plus vraiment mesurable. L'ensemble de ces facteurs, avec d'autres d'ailleurs, conduisant même à une évolution peut-être radicale de la conception même du travail. Et il y a encore beaucoup de travail, c'est le cas de le dire d'ailleurs, avant de savoir mesurer les impacts réels de cette évolution. Les gens de l'ANAC ici présents le savent mieux que nous. Et d'autres. Enfin, quatrième facteur, le passage des 30 glorieuses aux 30 financières, pour reprendre une formule heureuse, on sait qu'elles ont significativement modifié la gouvernance et le management des entreprises par le primat donné à l'actionnaire et à ses exigences financières, alors même que cet actionnaire, d'ailleurs, n'est que propriétaire de ses actions et n'est pas pour autant propriétaire de l'entreprise. Or, la lecture financière, cette lecture financière de la performance, est structurellement court-termiste. Ce n'est pas les financiers qui sont méchants, c'est la performance court-termiste et structurellement, la performance financière est structurellement court-termiste. Il y a donc une sorte d'idéologie de ce court terme qui est donc venue dicter ces règles, et en particulier en faisant de la précarité un ingrédient indispensable du contrat de travail. En fait, la fameuse rigidité française du contrat de travail est devenue bien flexible. 300 000 ruptures conventionnelles chaque année nous apprennent cela, et c'est particulièrement vrai aussi pour les cadres. Bref, beaucoup de choses ont changé, et ce que l'on peut dire, c'est que dans ces 15 dernières années, il y a un fait incontestable, c'est que le travail des cadres est devenu beaucoup plus complexe. Et en disant cela, nous en arrivons au cœur de ce colloque, au sens où quels sont donc maintenant, compte tenu de ce qui vient d'être dit par les uns et par les autres, c'est quels sont les enjeux pour maintenant et pour demain.